Bienvenue dans notre dernière info été de cet été où nous allons vous parler de l'organisation militaire de notre région. Une organisation militaire qui remonte au haut Moyen Âge et qui n'a pas toujours été très efficace comme nous allons le découvrir. Je vous donne rendez-vous ici dans ce lieu qui est une frontière importante. Mais on va vous parler de tout ça après les infos. Alors nous nous trouvons aujourd'hui devant le fameux passage du Pierrepertuis, en dessus de Tavannes, en compagnie de l'historienne Antonia Jordi, qui vient de sortir un ouvrage sur l'organisation militaire de la région, sous les princes-évêques de Bâle. C'est une période qui va de 999 à 1798. 8 siècles d'histoire militaire. Alors pourquoi est-ce que vous nous avez donné rendez-vous ici devant le Pierrepertuis? Wir befinden uns hier in einer ausgesprochenen Grenzregion. On se trouve ici dans une région frontalière. Ce col faisait office de frontière à cette époque. La Suisse, l'Allemagne et la France se rencontraient ici. La région ici appartenait à l'évêché de Bâle. Et à l'intérieur de cet évêché, il y avait aussi une frontière. La partie nord était rattachée au Saint-Empire allemand et la partie sud à la Confédération suisse. Le col de Pierrepertuis marque cette frontière-là. Der südliche Teil war eidgenössisch und diese Grenze ist genau hier bei diesem Pertuis. Alors pendant tous ces siècles, c'est vrai que c'est un petit peu confus l'histoire de savoir. Les princes-évêques de Bâle, en fait, ils jonglaient un peu, ils avaient ce petit territoire coincé entre la Confédération et l'Empire, le Saint-Empire. Est-ce qu'il y avait déjà un début de neutralité à l'époque pour ne pas être enrôlé dans une ou l'autre armée? Ja, die hat sich langsam entwickelt, die Neutralität. Die Fürstbischöfe, die sind wirklich eingezwängt zwischen den verschiedenen Mächten. Oui, la neutralité commençait à se développer. Les princes-évêques étaient coincés entre différentes puissances. La France et l'Allemagne étaient toujours en conflit à l'époque. L'évêché de Bâle se trouvait sur leurs frontières. C'était une entité assez faible qui avait peu de structures militaires, peu d'argent. L'évêché était en danger constant. Il a donc dû s'organiser pour pouvoir se défendre. Cette défense passait par une organisation militaire, mais aussi par la diplomatie. C'est là que les relations avec la Confédération suisse ont joué un rôle important. La Suisse s'est vite distancée des conflits en Europe en se déclarant neutre. L'évêché de Bâle s'en est donc rapproché pour pouvoir l'intégrer. Ça a marché dans la partie sud, qui était rattachée à la Confédération. Mais ça a été plus compliqué pour la partie nord, un territoire qui appartenait à l'Allemagne. Das Fürstbistum hat probiert, sich dort anzuschließen. Im südlichen Teil ist das eigentlich gelungen, weil es eben ein eidgenössisches Gebiet war. Im nördlichen Gebiet war es ein bisschen schwieriger, weil es eigentlich Reichsboden war. Et alors on a un peu l'image folklorique et patriotique de la Suisse au Moyen Âge, avec les soldats suisses qui étaient des braves paysans qui prenaient leur fourche, leur hache pour aller combattre des chevaliers professionnels. Est-ce que c'est une image qui est juste, ça? Bis zu einem gewissen Punkt. Jusqu'à un certain point, oui. Les Suisses n'avaient pas d'armée professionnelle. C'étaient des soldats de milice, des paysans qui se défendaient de leurs propres moyens. Cela ne les a pas empêchés d'attaquer aussi de temps en temps. Ils s'armaient eux-mêmes, ce qui avait un désavantage. Ils se procuraient les armes les moins chères possibles parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter des équipements de combat comme ceux des chevaliers. Plus tard, lorsque les armes à feu ont été inventées et de plus en plus utilisées dans les batailles, elles restaient trop chères et les Suisses ont longtemps continué à se battre avec leurs piques. Et il y a une autre légende, ou peut-être c'est une vérité aussi, que la Suisse fournissait beaucoup de mercenaires à toutes les armées européennes. Est-ce que les gens d'ici partaient aussi faire la guerre à travers l'Europe? Das haben sie auch gemacht, genau. Sie sind auch aufgeboten worden. Oui, effectivement. La plupart des mercenaires étaient engagés par la France parce que les Suisses avaient la réputation d'être particulièrement bons, forts et courageux. Beaucoup de Jurassiens ont rejoint ces armées. On en parle moins dans le livre, parce que nous nous sommes focalisés sur les soldats de milice, pas sur les légions étrangères. Im Buch kommt das aber ein bisschen weniger zur Sprache, weil wir uns wirklich auf die Milizen haben konzentriert und nicht auf die Fremdendienste. Mhm. Alors votre livre s'appelle L'organisation militaire. Alors bien sûr ça couvre une très large époque, mais d'après ce que vous racontez, c'était pas si bien organisé que ça.
Das stimmt. Es war eher der Versuch, das alles zu organisieren, als dass es wirklich organisiert war. C'est vrai, on peut plutôt parler d'une tentative d'organisation. Dans les faits, c'était loin d'être le cas. On s'organisait sur le tas. Par exemple, en cas d'attaque des troupes ennemies, les villages s'organisaient d'eux-mêmes et envoyaient des hommes à la frontière. On voulait se protéger, c'était dans l'intérêt de tout le monde. Mais ces décisions-là n'ont pas laissé de traces dans les archives. C'est donc difficile de les étudier. Les essais d'organisation plus globales ont souvent rencontré des oppositions parce que la plupart des hommes étaient des paysans et ils ne pouvaient pas se permettre de quitter leurs champs et leurs animaux pendant longtemps. Ils se sont donc défendus et c'était compliqué de les enrôler dans l'armée. Die Bauern grösstenteils, die haben sich nicht erlauben, lang weg zu sein von den Heimen. Und seitdem ist das Vieh nicht versorgt und die Rachen nicht bebaut. Also haben sie sich auch probiert zu wehren und es war schwierig, die wirklich in die Armee einzubinden. Mais il y a quand même eu quelques batailles un peu miraculeuses des confédérés. On pense notamment à Morat, où il y a des grandes batailles où voilà, tout le monde y participait. Est-ce que vraiment tout le monde y participait ou bien c'était aussi une organisation un peu hasardeuse? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivaient en retard, par exemple, qui rataient la bataille? Das hat es auch gegeben. Grundsätzlich hat es auch die Militärpflicht gegeben für jeden Mann ab 16. Ça arrivait. En principe, le service militaire était obligatoire pour les hommes dès 16 ans. Mais à l'époque où les Suisses menaient encore leur grande guerre et étaient victorieux, personne n'était forcé de combattre. On disait simplement « il nous faut 100 personnes » et les gens se portaient volontaires. Combattre apportait de l'argent, de la gloire et permettait d'accéder à une meilleure position sociale. Les soldats étaient tous volontaires, aussi ceux de la région. Quant au retard, ça arrivait qu'une première troupe parte pour la bataille, mais en nombre insuffisant. On envoyait alors un messager chercher d'autres soldats. Mais le temps que le messager arrive à destination, qu'on recrute des soldats et qu'on les envoie sur place, la bataille était parfois déjà terminée. Ou peut-être c'était un prétexte pour rater la bataille aussi. Et donc, votre ouvrage vient de paraître. Alors, ils ne paraissent pas vraiment dans l'ordre, hein, puisqu'il y a déjà deux ouvrages sur l'histoire beaucoup plus récente qui sont parus, sur cette histoire militaire du Jura historique, qui est une première en Suisse. C'est la première fois qu'une région essaye de vraiment approfondir le sujet. Est-ce que c'était un sujet délicat à aborder, cette histoire militaire? Est-ce qu'il y a des tabous en Suisse autour de l'histoire de l'armée? Ich würde nicht sagen Tabus, aber es ist nicht sehr beliebt. Des tabous, je dirais pas, mais l'histoire militaire n'est pas très appréciée. Le problème, c'est qu'elle était longtemps mal perçue par les universités. Elle avait mauvaise réputation parce qu'elle a été instrumentalisée et manipulée à des fins nationalistes ou pour la défense intellectuelle du pays, pour montrer à quel point les Suisses sont spéciaux et forts militairement. C'était un thème tout de suite très politique. Tout ça est en train de changer. La recherche a commencé à s'intéresser aux mercenaires. Quelques projets sur les milices se sont mis en route. Mais lorsque nous avons commencé notre travail de recherche, il n'y avait encore rien. C'était vraiment un travail pionnier si on exclut quelques articles par-ci par-là. Jamais une région n'a été étudiée du point de vue de l'histoire militaire sur un temps aussi long. Vorher noch nie eine Region über so eine lange Zeit und so Konsequenz auf Milizgeschichte eigentlich untersucht worden. Et voilà, et donc votre livre est paru en traduction française avant de paraître en allemand. Donc ça s'appelle Organisation militaire de la principauté épiscopale de Bâle et ça se trouve dans toutes les bonnes librairies, je suppose. Antonia Jordi, merci beaucoup pour ces explications. Voilà, c'est la fin de notre info été pour aujourd'hui et pour cet été. C'était la dernière. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous proposer ces programmes tournés en extérieur. Et la semaine prochaine, on va se retrouver dans nos bons vieux studios de Télébilingue. Tchuss!